Santé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 107e numéro du Santé Night Club. Nous sommes le 11 septembre 2023 et c'est l'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Elle fête aujourd'hui ses 101 ans, alors bon anniversaire Mamie Anna. Et ce qui est beau avec mon arrière-grand-mère, c'est qu'elle se porte très bien. Là, actuellement, elle est en train de fêter son anniversaire avec du champagne. Oui, pendant que nous, avec notre club, on boit le calice jusqu'à la lie. Mais on le boit ensemble, ce calice. Alors si vous êtes là avec nous pendant cette trêve internationale, vous êtes suffisamment acharnés pour débriefer le mercato, la première partie de saison, et parler de la suite qui arrive très vite. Et pour parler de tout ça, nous recevons aujourd'hui un invité spécial, Manu Longeon. Bonsoir Manu. Salut à tous. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Eh ben, bienvenue dans le Santé Night Club. Merci de nous faire le plaisir de ta présence. Et puis avec nous également le taulier, celui qui, comme dans un saloon, tient le crachoir comme personne, le cow-boy Joss Randall. Bonsoir Joss. Salut Keun, bonsoir à tous et bonsoir Manu, avec qui je suis très heureux de partager l'antenne ce soir. Merci, c'est gentil. Et puis si vous êtes habitué de l'émission, vous connaissez votre référent chat, celui qui sera là pour faire remonter vos remarques pertinentes, le beau Carlusso. Bonsoir Carl. Bonsoir Keun, bonsoir Manu et Joss, bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien. Bah écoute, ça va nickel. Et puis aujourd'hui, sur une note quand même moins positive, loin du côté finalement assez futile du sport, les membres du SNC et moi-même avons une pensée quand même pour le Maroc, qui est en train de vivre un drame terrible. Pour l'instant, Manu est pas encore tout à fait arrivé chez lui, donc on n'a pas sa webcam, mais on va commencer tout de suite avec le débrief de la première partie de saison. Du coup, je vais rester en full cam. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, déjà rebonsoir Manu, je sais que tu es un habitué de la plateforme Twitch, donc tu seras pas perdu ici. Pour les gens qui te connaîtraient peut-être pas, entre autres activités, tu suis le Mercato assidûment, tu as été journaliste pour Foot Mercato, pour Yahoo Sport, pour la chaîne L'équipe, et puis désormais tu te concentres plutôt sur les live Twitch. Est-ce que tu pourrais avant tout nous présenter un petit peu ton lien avec Saint-Étienne ? Alors j'en ai plusieurs. Le premier, c'est que j'ai grandi, moi, à côté de Clermont-Ferrand. Okay. Donc en fait, c'était le grand club à côté de chez moi. C'est le premier grand stade dans lequel j'ai mis les pieds. Et en fait, comme tu le sais sûrement, mais à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme, tu as énormément de supporters de Saint-Étienne. Ouais. Donc, j'avais des membres de ma famille qui étaient des fans de Saint-Étienne. Donc, ce premier lien, ça a été ça. Et en fait, après, pour l'anecdote, quand j'ai fait l'armée, je suis tombé dans une caserne avec que des mecs qui étaient des fans absolus de Saint-Étienne. Okay. Donc, je me suis même tapé des déplacements pour suivre Saint-Étienne. Ok, marrant. Et c'est marrant que tu dises que quand t'as grandi à côté de Clermont, le grand club du coin c'était Saint-Étienne, parce qu'aujourd'hui Clermont est en Ligue 1 et Saint-Étienne en Ligue 2. Alors, on va parler un petit peu du début de saison. Historiquement, je suis au regret de dire qu'il n'y a pas photo entre les deux clubs. Ah bah oui, non mais on est d'accord qu'il n'y a pas photo, mais c'est vrai qu'actuellement le quotidien est plus joyeux du côté clermontois. On va parler un petit peu du début de saison. Je vais me tourner vers toi, Joss, pour commencer. Est-ce que tu pourrais me dire une chose dans les grandes lignes que tu as aimé, une chose que tu n'as pas aimé en ce début de saison? Alors évidemment, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu as adorées et beaucoup de choses que tu as détestées, mais si tu devais garder qu'une chose positive et qu'une chose négative. Alors, les choses positives, il va falloir que je me creuse le bol. Ouais. J'ai même du mal à trouver. Je veux dire le bon début de saison de Benjamin Bouchoirie. Voilà, c'est okay. À peu près tout ce que je trouve. Et pour te dire à quel point on n'a pas le cul sorti des ronces. Si on a que ça à se mettre sous la mâchoire. Alors après, à l'inverse, je n'ai que l'embarras du choix sur ce que je n'ai pas aimé.
Ouais, je vais garder ce que je ressors le plus souvent. C'est une équipe qui a pas d'âme, Ouais. qui a pas d'envie et qui a pas compris ce qu'était la Ligue 2. Voilà. Malgré le J'ai un fait tout qu'on petit ait peu plusieurs joueurs expérimentés à la Ligue 2. ouais, et j'ai un tout petit peu les boules parce que il y a 1 an et 4 mois, on nous a dit c'est un projet sur 2 ans. Sous-entendu, il y aura peut-être une année d'apprentissage. On a eu l'année d'apprentissage, on nous a dit c'était une année d'apprentissage, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, on est prêt. Je suis désolé, moi, je ne vois rien. Ok. Manu, du coup, je me tourne vers toi. Une chose que tu as aimé et une chose que tu n'as pas aimé en ce début de saison. Une chose que j'ai aimée, qu'il y ait du monde au stade quand même. Ouais. Ça, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant de l'extérieur. Que Saint-Étienne, quels que soient les résultats, est un club qui génère beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc ça, c'est pas une surprise. Après, c'est quand même très compliqué de trouver Si Sissoko a mis des buts. Ouais. Voilà. Bon, il les a mis Qui, majoritairement sur... Enfin, il les a mis sur euh, penalty, mais il faut les mettre quand même. Et pour ça, j'ai envie de te dire, si tu cherches du positif, faut creuser un peu. Et du coup, que ton avant-centre, un élément fondamental de ton équipe, et par rapport aux investissements que tu as mis sur lui, il a mis 3 buts. Donc c'est pas mal. Ouais. Et alors le négatif, malheureusement, c'est autant le positif est difficile à trouver, autant le négatif est aussi difficile à choisir. Parce que moi, je trouve que l'environnement du club est catastrophique. Et et que ça se répand. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en tribune et qui est condamnable est lié au fait à ce qui se passe sur le terrain et dans la communication globale des supporters. Je trouve que, pour être très clair, la communication du club est limite honteuse, quoi. On se fout de la gueule du monde. Comment tu peux, par exemple, faire une communication où tu te félicites de ta deuxième partie de saison? Ouais. Oui, Enfin, ou il y du a super vraiment des match, gens qui vont ou du dire super ah match ouais, contre super QRM. deuxième partie de saison. C'est-à-dire t'es Saint-Étienne, quoi. Ouais. Oui, oui, un petit peu d'humilité ne ferait pas de mal, ça c'est sûr. Alors moi, je veux juste rajouter un truc sur ce qu'a dit Manu, parce que je Ouais. suis évidemment 100% d'accord avec lui. Moi, j'ai répondu à tes questions en ayant en tête uniquement ce que j'ai vu sur le terrain, mais évidemment qu'on pourrait élargir largement le débat. C'est un club qui est apathique dans tous les sens du terme. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, on sent aucune énergie. Les erreurs de communication, ça devient presque des détails. C'est pour vous dire. Donc Et que aujourd'hui, globalement, je vais ma même question, plus c'est loin, quand est-ce que c'est-à-dire qu'on se moque de vous aussi dans le sens où, par exemple, tu es le 12e homme de Saint-Étienne, c'est pas nouveau. Mais alors pourquoi tous les entraînements sont à huis clos, qu'on te fait même des matchs où on ne dit pas à quelle heure et où ils sont? Tu te rends compte de l'humiliation que c'est? Ouais, pour ceux qui seraient pas au courant, donc Saint-Étienne a joué, on est lundi, donc c'était vendredi si ma mémoire est bonne, un match en Suisse contre le FC Sion, coaché par Didier Tolo. Il n'y a pas eu une seule communication autour de cette rencontre qui était certes amicale, mais même pas un message pour annoncer le résultat. Donc je me permets de vous le dire au cas où vous soyez passé à côté. On a perdu 2-0. Alors certes avec a priori une équipe remaniée, mais même ça c'était pas clair puisqu'on n'a pas eu la composition de manière officielle. Karl, dans le chat, j'ai vu que tu avais demandé un petit peu le top et le flop du début de saison. Qu'est-ce qui ressort principalement? Ce qui ressort principalement, il y a 2 noms de joueurs qui ressortent principalement en top, mais ça reflète un peu tout ce qu'on dit dans les émissions depuis le début de l'année, en fait, depuis le début de la saison. Bouchouari, évidemment, et Larsonneur. Ouais. Et après, du côté du flop, beaucoup nous disent tout le reste, à commencer par les autres joueurs. Batles, évidemment, qui en prend pour son grade. Les dirigeants, évidemment, aussi, et le mercato. Donc voilà, c'est assez succinct comme réponse, mais c'est un peu le sentiment de tout le chat, quoi. Ouais.
Justement, tu parles du mercato. Moi, j'ai envie de venir vers toi, Manu, donc qui connaît plutôt bien les coulisses du mercato, notamment à Saint-Étienne. Est-ce que pour toi, le mercato est réussi, le mercato estival, et est-ce que tu penses, si c'est pas le cas, que l'avenir de Loïc Perrin puisse être remis en cause, ou est-ce que son statut lui permet d'éviter un petit peu toutes les foudres? Il y a vraiment des gens sérieux qui pensent que le mercato de Saint-Étienne réussit. Je sais pas, je pose la question de manière ouverte, bien sûr. Bah, évidemment, non. Et Ok. évidemment que non, il n'est pas réussi. Moi, je suis plutôt d'accord. Alors, Enfin, je suis plutôt comment d'accord. comment tu veux qu'il soit réussi quand tu en es à fin août faire ton piston gauche alors que tu n'en avais aucun, parce que Nkunku était sur le départ avant tu n'as joué qu'un match du coup avec lui, que tu en es à faire un prêt sans option d'achat d'un joueur. Un prêt sans option d'achat d'un joueur. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est un échec? T'es Saint-Étienne et t'es en Ligue 2. Hein. Ouais. Et tu te fais prêter un joueur de Lorient sur lequel il compte pas, sans aucune option d'achat, et en plus qui a un profil, pour être très clair, Diarra, si tu le connais, c'est un excentré. C'est un joueur, son poste de prédilection, c'est en 4-4-2 en excentré. D'accord? Ouais. Joue en 3-5-2. Donc tu vas faire rentrer des carrés dans des ronds. Ouais. Ouais, mais là, Manu, tu touches à un problème qui est majeur. Ça fait partie de la litanie que j'aurais pu citer dans les points noirs, mais le recrutement a été fait, alors de façon rocambolesque, tardivement, aussi pour des raisons de blocage sur certains dossiers, mais aussi pour une idée de jeu. Et au final, on se retrouve avec effectivement des joueurs qui ne correspondent pas complètement à ce système. Il en manque encore à certains endroits. Parce que tu es allé chercher un mec qui est un vrai piston gauche, mais t'as pas l'équivalent à droite. T'as pris un Diarra, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui est plutôt un joueur d'aile. Moi, je sais pas où il va le mettre dans le système. Il a même essayé de le foutre un peu dans l'axe. Alors, en fait, on est toujours en train de tâtonner. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. 1 an et 4 mois après le démarrage de la Ligue 2. Donc, on nous a effectivement menti là-dessus. Mais qui est surpris aujourd'hui de cette navigation à vue à la Saint-Étienne? Personne. Toutes les décisions sont court-termistes. Toutes. Donc, quand tu dis quelle bonne idée de prendre un Diarra sans option d'achat, évidemment que c'est pas une bonne idée en termes de construction de groupe sur 2-3 ans. Mais aujourd'hui, malheureusement, on navigue à 2-3 mois, pas à 2-3 ans chez nous. Ouais, c'est un peu la définition de l'ère Romeyer-Cayazo, ça, j'ai l'impression, la politique court-termiste. La fin en tout cas. Ouais, en tout cas. Depuis 2017. Ouais. Et Manu, du coup, sur le cas Loïc Perrin, est-ce que tu penses que il est entravé parce que le club attire moins qu'avant? Ou alors est-ce qu'il y a un problème de compétence simplement parce qu'il n'est pas encore formé à ce métier? Le club attire moins qu'avant, mais je pense que Saint-Étienne fait rêver tous les joueurs de Ligue 2 et tu donnes des salaires qui n'ont rien à voir avec les autres clubs de Ligue 2. Donc Saint-Étienne fait rêver en Ligue 2, c'est évident. Donc que Saint-Étienne soit en Ligue 2 ne pénalise absolument pas ton recrutement. Au contraire, c'est même une bénédiction parce que, par exemple, quand tu fais Tardieu, tu crois qu'il y a combien de clubs en Ligue 2 qui sont capables de faire Tardieu? Ouais. Sissoko, tu penses qu'il y a combien de clubs qui sont capables de le payer? Donc non, tu pâtis pas du tout du fait d'être à ce niveau-là. Au contraire, c'est une bénédiction comme pour tes amis bordelais. T'es dans une situation où un mec, par exemple, qui est un bon joueur de Ligue 2, de pouvoir jouer à Geoffroy Guichard, c'est un cadeau. Donc, ce n'est pas un problème d'environnement. Et là où tu poses la question, par contre, très clairement, est-ce qu'il y a un problème de compétence? La réponse est oui. Ouais. Ça, je crois que plus personne n'en doute. Hein. Tu disais, jouer à Geoffroy Guichard, c'est un cadeau. Je ne sais pas pour qui, parce que pour nous, en ce moment, c'est pas tellement un cadeau. Hein.
Après, le truc, c'est que le problème de compétence qui semble assez visible maintenant avec le temps qui s'est écoulé, est-ce qu'il va être plus fort que le statut de Loïc Perrin, qui, qu'on le veuille ou non, est une légende de l'AS Saint-Etienne, qui a quand même des rapports privilégiés avec Roland Romeyer. Est-ce que vous pensez que ça peut sauter pour lui, ou est-ce qu'au contraire, il a un statut qui est trop fort pour sauter? Parce que je pourrais poser la question sur Soukas, mais Soukas, lui, n'a pas le statut que Loïc Perrin a à Saint-Etienne. Non, par contre, Soukas, s'il est viré, ça va te coûter cher. Perrin, il a pas négocié, enfin, il l'a pas eu son parachute. Ouais. En cas s'il était viré. Mais je vais te répondre à la question différemment. Le fait qu'après le premier recrutement, le recrutement de l'année dernière que tu as fait avec les moyens que tu as mis, le fait que Laurent Batles et Loïc Perrin soient toujours au club, moi, je le mets uniquement sur le fait que ce soit des gens qui étaient aimés à Saint-Etienne. Ouais. Et malgré ce qu'on est en train de dire là, donc plutôt un mercato raté, j'ai l'impression qu'on est à peu près unanime sur cette question. Est-ce que pour vous, alors on va pas parler de montée parce que ce serait être un peu irréaliste, est-ce que vous pensez, et là Joss, je me tourne vers toi, est-ce que tu penses qu'on a un effectif qui est tout de même taillé pour accrocher un top 5 ? J'en suis même pas sûr. Je pense que si on prend uniquement les qualités intrinsèques des joueurs qu'il y a sur l'équipe, on doit normalement, sans transpirer, jouer entre 5 et 10, 5 et 12. Pour aller chercher au-dessus, et encore, il faudra quand même arriver à montrer autre chose en termes d'état d'esprit, en termes d'investissement, en termes d'intensité. Parce que si tu continues à jouer comme ça, là, je réviserai ma provision, je suis pas sûr que tu dépasseras 10. Voilà. Ouais. Il manque le supplément d'âme, quoi. Après, pour aller chercher au-delà, pour aller chercher top 5, je pense qu'il y a trop de trous dans la raquette. Voilà, dans l'effectif. Karl, dans le chat, qu'en pensent les gens de cette question ? Est-ce qu'ils pensent qu'on a un effectif qui peut viser un petit peu le haut de tableau ou pas du tout ? Alors, oui, on va commencer par ça. Jamais dans le top 5 pour Ju43. Déjà, de se maintenir, après on verra pour Jérémy Magique qu'on salue. Entre 8 et 12, c'est mon côté optimiste. Et après, sinon, ça repart sur les responsables, les potentiels responsables de ce début de saison raté. Marceau qui pose la question, parce que Loïc Perrin a encore un statut dans ce club, pour l'interrogation. L'effectif est trop déséquilibré, trop de milieux axiaux, les pistons ne sont pas doublés, et notre meilleur offensif n'a pas été remplacé pour en absenter. Le club va dans le mur, il s'enfonce financièrement, et plus il s'enfonce, moins il y aura des chances de vente. On va se prendre le mur avec Romeyer aux commandes, on ira rejoindre Sochaux pour Nico Saint-Paul. Jo42 qui nous dit que Loïc Perrin souhaite le départ de Loïc Perrin comme tout le monde. Depuis Christophe Galtier, c'est que du court terme à Saint-Etienne. Et en tout cas, sinon, j'ai vu pas mal de commentaires dans le chat regretter le départ de Souza, qui est parti prendre le poste de directeur sportif à Pau. Je suis par exemple David qui nous dit Perrin doit partir et mettre un vrai directeur sportif. De Souza qui est parti à Pau aurait été parfait pour ce poste. Voilà. Ouais. Bon, et écoutez, on va essayer de voir quand même des choses positives sur ce début de saison. On sait que une des caractéristiques de l'année dernière, ça a été notre force offensive, certes, mais aussi notre faiblesse défensive. Même si on a l'impression que tout s'est un petit peu nivelé vers le médium, que l'attaque a régressé et que la défense a peut-être progressé, est-ce que vous la voyez réellement, cette amélioration en défense, ou est-ce que c'est quand même compliqué de dire ça parce qu'on a affronté pour l'instant des adversaires assez faibles? Joss, t'en penses quoi? Est-ce que l'arrivée de Batou Binsika, par exemple, apporte quand même un petit peu de stabilité? Pas tellement sur le dernier match déjà. Oui. Après, j'aurais tendance à être plutôt d'accord avec la fin de ton propos, c'est-à-dire qu'avant de porter un jugement sur l'éventuelle amélioration de notre ligne défensive, j'attendrai qu'on ait joué une dizaine de matchs et que dans l'échantillon, il y ait des équipes un peu plus fortes que celles qu'on a vues, parce qu'on n'a pas été tellement agressé globalement. Donc voilà. Après, je suis par contre très inquiet par le nivellement par le bas de notre secteur offensif et plus globalement par l'absence de jeu. Enfin, je veux dire, contre QRM, on gagne ce match, mais on a 2 occasions et on a 2 buts, quoi. Enfin,
C'est à la limite, j'ai envie de te dire, quitte à naviguer dans les mêmes eaux, je préférais certaines séquences de l'année dernière parce qu'au moins on mettait des buts, quoi. Voilà. J'en suis là, j'en suis arrivé là en fait. C'est pour te dire à quel point le niveau d'exigence il finit par s'éroder comme des pierres sous la marée, quoi. Donc pour l'instant je vois pas tellement de raisons de m'enthousiasmer, tu vois, sur la légère amélioration de la défense. Ouais. Manu, t'es inquiet toi pour l'attaque stéphanoise parce que bon, on sait évidemment qu'il y a des circonstances atténuantes. Wadji qui a été longuement blessé, Charbonnier qui revient des croisés, Sissoko qui vient d'arriver au club, donc il faut qu'il s'adapte, qu'il se mette en route, etc., etc. On pourrait citer plein de raisons de circonstances atténuantes. Mais est-ce que cette attaque te fait peur ou est-ce que tu penses lui faut juste un petit peu de temps? Les deux. Les deux, elle me fait peur parce que tu te rends compte que par exemple contre QRM, tu gagnes mais tu fais 0 tir, je crois, en deuxième mi-temps, que tu joues à domicile Valenciennes et tu fais sur tout le match un tir cadré à domicile contre Valenciennes. Parce que quand tu analyses le début de saison, et là vous avez raison, c'est que regarde qui tu as joué, sur les 5 équipes que tu as joué, tu en as joué 4 dont l'ambition est de se maintenir quand même. Dont une qui était prévue pour faire une saison de nationale. Voilà, et qui en termes de jeu, même s'il était peut-être moins ambitieux que l'idée que tu peux t'en faire du tien, était beaucoup plus cohérent que Saint-Etienne. Ouais, Joss, tu voulais rajouter ? Non, juste pour dire que je suis d'accord exactement avec ce que vient de dire Manu. Je trouve que ce qu'on voit est en fait inquiétant par rapport à l'année dernière, quoi. C'est inquiétant, vraiment. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de... Enfin, je sais qu'on est aussi là pour essayer de trouver des points positifs et essayer de pas non plus alimenter la sinistrose ambiante, mais après, il faut aussi qu'on soit un peu réaliste, quoi. Je veux dire, là, s'il se passe rien, bon, la saison va être triste, et puis la saison, va pas nous emmener bien loin, voire même si ça tourne vraiment mal, va pouvoir nous donner quelques suies encore. Voilà. Ouais. C'est la réalité après 5 matchs, c'est ça. Tu dis si rien ne bouge, on a peu parlé pour l'instant des tactiques de Laurent Batles. On sait depuis l'an passé qu'il a un schéma préférentiel qu'il essaye de développer bec et ongle. Est-ce qu'il y a réellement un problème avec le système, selon toi, ou est-ce que c'est plutôt se tromper de débat que de penser ça, et qu'en fait le problème vient d'ailleurs, des individualités, de l'envie, de la créativité, du déchet technique. Est-ce que selon toi il y a un problème de système, et je vous posais aussi la question dans le chat parce que je sais que c'est un point qui revient régulièrement. Le 3-5-2 de Batles fait pas mal débat. C'est à moi la question ? C'est à qui la veut. Ouais, vas-y, on t'écoute. Alors, Manu, vas-y, après moi j'ai un truc à dire là. Le système est un problème par rapport à tes forces. Parce que le problème, c'est ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, mais quand tu as un 3-5-2, ce qui est fondamental dans un 3-5-2, déjà, c'était 2 pistons. Jusqu'au dernier match à domicile contre Valenciennes, tu n'en avais aucun de métier. Ouais. Exact. C'est quand même très problématique. Ouais, mais Manu, qu'est-ce que tu penses ? Alors, moi, j'ai une question, Manu, pour toi, là. En plus, ce que je trouve incompréhensible, c'est que tu as un effectif qui est plutôt équilibré en 4-4-2. Je veux dire, pour moi, par exemple, Cafaro, c'est un excentré, et Diarra aussi. Et c'est leur poste fort. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu joues toujours dans cet autre système, mais ce n'est pas une nouveauté, parce que tu te souviens, par exemple, que l'année dernière, tu commences ta saison à Dijon avec Cafaro, piston gauche. Ouais, le bon bricolage. Et donc, tu te dis, en fait, tu as l'impression que quoi qu'il arrive, tu as le système, qu'il est immuable, et qu'en fait, tu trouves le moins pire pour rentrer dans ce système-là. Et c'est une réflexion qui m'échappe un peu. Enfin, Manu, je suis désolé, je te coupe, je sais pas si tu m'entends, parce que tout à l'heure, je crois que tu m'entendais pas, mais le moins pire, quand tu vas jusqu'à faire jouer Victor Lobry en piston, comment est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que ça soit le moins pire ? Enfin,
Alors, je bois du petit lait parce que moi, j'écris ça depuis longtemps, mais depuis la milieu de la saison dernière, sur le fait que je ne comprends pas l'obstination de Laurent Batles. Donc, je suis content d'entendre que tu ne la comprends visiblement pas non plus. Après, je crois que la question de Kun, c'est là où je voulais intervenir, c'est est-ce que c'est pas un faux problème? Alors, par rapport à l'environnement du club, par rapport à ce que j'appelle l'apathie générale, et par rapport à ce que j'appelle le manque d'investissement des joueurs, ça réglera pas les problèmes de système par contre. C'est-à-dire que même si tu joues dans un... Alors, évidemment, on pourrait dire que les mecs, à partir du moment où ils seront dans un système plus adapté à leur qualité, ils auront peut-être plus d'envie, ils mettront peut-être plus d'intensité. Je l'espère. Je l'espère parce que moi, je suis convaincu que ça va mal se terminer avec Laurent Batles, qui va finir par perdre le match qu'il faut pas et on va finir par lui dire tu dégages. Donc, on va se retrouver avec une équipe bâtie complètement bancal, mais quand même bâti pour faire du 3-5-2 avec un coach qui va arriver, qui va dire bon ben peut-être que le moins pire c'est le 4-4-2. Mais de toute façon, comme j'ai coutume de dire avec les potes, en reprenant une phrase de quelqu'un qui disait ça à propos des agents de joueurs, j'ai peur que dans le synthé d'aujourd'hui, changer de coach, c'est un peu comme changer de transat sur le Titanic, quoi. C'est-à-dire que s'il y a pas d'énergie qui vient des joueurs, la réforme du système ne changera pas drastiquement la donne. Karl, je vois que ça débat pas mal dans le chat là sur le système de jeu. Qu'est-ce qui ressort un petit peu? Ouais, écoute, ce qui ressort, c'est de dire que le système n'est pas du tout adapté. Il y en a beaucoup qui réclament un retour à un système à 4 défenseurs, avec un 4-3-3, mais pas de 4-4-2 pour jouer 42. Le 3-5-2 a fonctionné la deuxième partie de saison, mais on s'appuyait beaucoup sur une coupe de Crasso. Ils sont partis, donc ça marche plus pour Draghi. Le joueur 42 qui réclame de voir se jouer tout seul devant, et pas à deux avec Charbonnier ou Guachi comme ça a été depuis le début de saison. David qui pense aussi que 4-4-2 doit fonctionner. On a des bons ailiers, Cafaro à gauche et Tiara à droite par exemple. Si Batles ne se remet pas en question, il doit s'en aller. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent comme question dans le chat si le match à Caen est le match couperait pour Batles. Ça passe sous sa carte, c'est l'interrogation principale. Il faut un coach charismatique avec un vrai plan de jeu et qui arrive aux joueurs. Jeff, il met l'hypothèse de dire que les joueurs en ont peut-être marre aussi de son système et de ne pas jouer à leur poste, de ses discours à deux de tension. C'est peut-être ça aussi qui amène ce manque d'implication. Ça, c'est une théorie parmi tant d'autres. Voilà. Ouais, bah en parlant de coach désabusé, vous avez vu que les voisins lyonnais ont licencié aujourd'hui, enfin, se sont quittés d'un commun accord, comme le dit le communiqué Laurent Blanc. Manu, toi, tu... Comme disent les Anglais, on l'a laissé partir. Oui, voilà, on lui a ouvert la porte. Ouais, Manu, toi, tu penses sincèrement que ça peut être la fin pour Batles ce week-end? Ou c'est... Enfin, je me permets de donner mon avis, j'ai l'impression que à un match ou deux après la sortie du mercato, ça me paraît un peu tôt pour licencier le coach. Tu penses qu'il peut être infusible dès ce week-end? En fait, ça va dépendre des circonstances. Ouais. C'est-à-dire que je partage ton avis au sens où je trouve, si il perd 2-1 et que tu n'es pas catastrophique, je trouve que ça aurait aucun sens de le remplacer maintenant alors que tu avais 2 semaines de trêve. Et que tu joues contre le premier du championnat. Mais par contre, si tu perds et que tu as un rendu encore catastrophique, ben, je ne serais pas étonné que la question se pose, mais moi, je pense sincèrement que, comme Laurent Blanc, c'est qu'une question de temps. Je lui souhaite pas, parce que même si je le connais pas personnellement, j'ai plutôt des avis positifs le concernant, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Ouais. Je le vois pas être le mec qui va être capable de relancer Sainté et de le remettre candidat à des beaux jours. Ce qui est toujours surprenant, parce que sur le papier, le CV, on était tous contents de son arrivée quand il est arrivé. Il venait de vivre une montée avec 3, donc ça reste surprenant malgré tout. Joss... Ça reste une grosse déception surtout, hein. Ça reste une grosse déception. Bah ouais. Enfin, moi, je suis vachement déçu en fait. Ouais, bah oui, mais c'est le cas de moi. C'est pour ça que, sincèrement, j'ai attendu cette année et la fin du mercato.
pour me dire, mais en fait, à un moment, il va falloir que je me penche sur son cas, quoi. Parce que jusque-là, je lui trouvais des circonstances atténuantes sur tout. Justement parce que j'avais un a priori positif et que je pensais et que c'était un bon choix. Et je vais te faire une confidence, même si Blitzer avait racheté Batless, avait racheté Sainté, c'était Batless le coach. Ouais. Pour te dire qu'à l'époque, tout le monde pensait qu'il était vraiment la bonne personne. Ouais, bah c'est ce que je disais, hein, sur le papier, ça avait tout l'air du mariage idéal. Justement, parmi les joueurs qu'a fait venir Laurent Batles, donc il y a Florian Tardieu qui était vraiment sa priorité. Alors c'est peut-être un peu dur de juger sur le dernier match contre Valenciennes, tant le match dans sa globalité était terrible, mais Joss, t'en as pensé quoi, toi, de sa presta et de ses débuts avec le maillot vert? Bah, que dans un match qui s'est joué à 2 à l'heure, il a été plutôt à son avantage. On voit ce que ce mec-là peut apporter dans la qualité de sa relance, dans la qualité de sa sortie de balle. Évidemment que ça va être un plus. Après, le match contre Valenciennes était tellement pauvre que là encore, je suis désolé, mais moi j'attends de le voir j'attends de le voir sur plusieurs matchs déjà, parce que on a déjà donné des joueurs qui font un premier bon match. J'attends de voir un petit peu comment ça se passe avec les coéquipiers avec lesquels il va jouer régulièrement. J'ai trouvé que sa relation technique avec Bouchoirie était bonne tout de suite. Ouais. Bon, ça c'est pas très étonnant parce que c'est les joueurs qui ont du ballon, ils se comprennent assez facilement. J'ai espoir qu'un Tardieu bien positionné, un peu régista, qui va sortir les ballons avec ou sans pression, va permettre à Bouchoirie peut-être de jouer un peu plus haut et d'économiser sa faible énergie pour arriver à durer plus que 55 minutes en faisant moins d'aller-retour. Voilà ce que j'espère. Maintenant, sur le premier match, c'est trop tôt pour avoir un avis, même si je dois en donner un, il est plutôt positif. Ouais. Ok. Bon, et ben écoutez, je pense que sur ce débrief de première partie de saison, on a déjà dit quand même pas mal de choses. Manu, on va profiter quand même de ta présence pour te poser quelques questions. Alors déjà, j'ai une question et je pense que beaucoup de gens du peuple vert se la posent. Il va bien, il va bien. Il va bien? Comment il va, Stéphane? Il va bien, il va bien. Il est du côté de Béziers, c'est ça? J'ai même pas besoin que tu me poses la question. Oui, donc pour Et ceux qui... Je vais même te dire un truc, je serais pas étonné qu'ils soient en train d'écouter. Ok, et ben si c'est le cas, on le salue. Ça fait partie des joueurs, bien sûr, avec lesquels on a beaucoup de très 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 bons souvenirs. Il est du côté de Béziers, hein, c'est ça, du coup? De Bayonne, non, pardon. non, c'est moi Bayonne. qui suis du côté de Béziers. Lui, il est du côté de Bayonne. Oui, je maîtrise pas bien le sud de la France. Moi, si tu veux, lui, à Béziers, il serait pas heureux. Hein, parce que ça manque d'océan Atlantique, ça manque de surf, et c'est pas chez lui. Hein. Ok. Et ouais, il kiffe bien la vie un peu plus tranquille, on va dire, loin des projecteurs. Bah oui, après, ça a jamais été quelqu'un qui l'a cherché. Hein. Bah oui, justement. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est de retour chez lui. C'est quelqu'un qui est très attaché viscéralement au Pays Basque. Ouais. Je vais te donner une anecdote. Quand j'avais été le voir, ça doit être la saison 2010, je vais le voir en stage. Il était à Vichy et avec Monaco, je vais le voir et en fait il avait la webcam de la plage de Biarritz qui était tout le temps allumée parce que comme ça il regardait les vagues. Ok. Ouais, Donc, un voilà. vrai basque quoi, mais on le sait, hein, de toute façon les basques sont souvent très attachés à leur région d'origine, hein. On le voit avec Bichente Lizarazu, on le voit avec Stéphane Ruffier, on le voit avec plein de gens qui viennent de là-bas. Après, avec quelques-uns des défenseurs qu'il a eu chez nous, il en a vu aussi des vagues. Hein. Ouais. Il n'avait pas besoin de webcam. Hein. On a eu. Si vous voulez, je suis rentré chez moi. Si jamais vous voulez mettre la caméra, maintenant c'est possible. Eh ben écoute, je te laisse t'installer sur ton magnifique setup Twitch et puis tu peux activer ta webcam sur Discord dès que tu veux. T'as besoin de te déconnecter et de te reconnecter?
du coup? Ou... Ah non, parfait. Hop. On a la cam qui charge. Tu nous entends toujours ou pas? Ah, par contre, il nous entend plus. En attendant... à moins que ce soit mon Discord qui bug. Alors attendez, micro problème technique. Non, mais je vois bugger aussi, moi, Kun. Okay. Je vois sa caméra qui rame. Et moi, je te vois. Je pense que. Ah oui? Ouais. Karl, t'es là? Ah, c'est bon, t'es de retour, Joss. Oui, je suis là. Mais c'est Manu qui devait me faire friser, comme tu dis. Pour ceux qui me connaissent savent que pour me faire friser, il faut quand même se lever de bonne heure. N'est-ce pas, Karl? Active Synthé Night Club. Le débrief. Maintenant qu'il n'y a plus ces caméras, je suis en plein écran. Donc. Ouais. Joss, tiens, tu nous entends, Manu? Ok, bon, on a perdu Manu pour l'instant. Je vous présente Joss Randall pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Il est là, regardez comme il est chouette. Joss, en attendant qu'on récupère Manu, pour le match de ce week-end contre Caen, est-ce que tu peux nous donner un petit prono? J'anticipe un peu sur moi, il faut que je donne un prono sur le match à venir. Ouais. Si je suis super optimiste, je vais te dire 1 partout. Ok. Mais c'est la voix du cœur, hein, parce qu'en fait, j'y crois assez peu. On sait que Bilal Brahimi à Caen s'est blessé, qui est un joueur majeur de l'effectif. Ouais, mais bon, enfin, ça, moi, j'ai arrêté les chouettes. Il leur manque leur joueur majeur, machin, etc. Parce qu'on n'en gagne jamais un des matchs comme ça, jamais. Donc, je préférais qu'ils soient au complet et qu'on les batte. Ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais non, je suis bon, vous l'avez compris, pour l'instant, je suis pas dans une vague d'optimisme absolu et certainement pas pour ce match-là avec cette équipe-là, quoi. Voilà. Ah, ça y est, on a la webcam de Manu qui est arrivée. Bon. Est-ce que tu nous entends correctement? Très bien. Parfait. Mais du coup, ça a fait bugger Joss. Est-ce que tu nous entends, Joss? Oui, je vous entends, mais je vois effectivement ma caméra est figée. Okay. Pas sous mon meilleur profil. Vous voulez que j'enlève ma cam? Non, vous en faites pas. Écoutez, on va pas. Non mais moi, si tu veux, je peux l'enlever et essayer de la remettre. Peut-être que ça. Ouais, vas-y, essaye. En attendant, Manu, ouais, du coup, j'étais avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton actu? Moi, c'est vrai que ça fait un bon petit moment que je te suis sur Twitter. J'avais vu tes passages à l'équipe, tout ça. Et ces derniers temps, je te voyais pas mal sur Twitch. Ouais, c'est là que je suis. Je suis nulle part ailleurs. Ouais. J'ai eu quelques trucs médiatiques assez sympas avec une trajectoire quand on voit d'où je pars, c'est-à-dire de Twitter et de rien du tout, puisque j'avais 40 followers, je crois, quand je me suis lancé dans le truc. Et donc voilà, j'ai fait Yahoo pendant longtemps, j'ai été un peu à Eurosport, j'ai fait la chaîne L'équipe, donc c'était une trajectoire qui était sympa. Mais bon, après, par contre, j'ai eu un plafond de verre parce que je suis pas journaliste, je suis pas jeune malheureusement, je suis pas parisien et je suis pas pistonné. Donc autant te dire que ça me faisait beaucoup de choses qui me rendaient pas sexy et donc du coup j'ai assez vite connu le plafond de verre et quand j'ai constaté que je ne pourrais pas aller plus haut et que j'avais pas envie de continuer tel que c'était comme ça. Ouais. C'est-à-dire, en gros, d'être le remplaçant qu'on prend l'été pour mettre sa tête à la télé. C'est pas un truc qui me faisait spécialement kiffer. Donc, du coup, je me suis dit, j'arrête. Okay. Et du coup, j'ai relancé mon émission sur Twitch. Et voilà, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant, parce que quand tu fais du mercato, tu as énormément d'audience. Mais écoute, c'est plutôt sympa.
Ouais, tu prends du plaisir. Moi, je t'avoue que je suis streamer depuis 8 ans et je vis ma meilleure vie. Donc, je sais qu'on peut s'y sentir bien sur cette Moi, j'aime plateforme. bien parce que c'est de l'échange, parce que c'est sympa. Après, je pars de très très loin. Je pars de très très loin parce que moi, c'est pas ma génération et que techniquement, je suis limité. Ouais. Donc, si tu veux, rien que d'avoir un invité, j'ai du mal, quoi. Bah regarde, nous Voilà. on a des problèmes de caméra aussi ce soir, ça Donc, arrive. mais sinon, c'est vrai que j'aime bien, hein. Ouais. Puis c'est un projet que je vais développer, là, pour te dire, j'ai décidé, après le mercato, de me lancer dans la recherche de partenaires parce que j'ai des idées de développement, mais où je vais avoir besoin d'aide. Ok. Ok. Bah justement, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que t'as des projets un petit peu en cours dont tu voudrais nous faire part? Bah, juste, dont je peux parler, juste ça, le développement Ok. du Money Time, ça me plairait bien. Ok. Il y a Badoua Verte dans le chat qui te demande si, comme d'autres personnes qui suivent assidûment les coulisses du football, t'es un peu aussi dégoûté par le milieu du football. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, comme tous les fans de foot, c'est quelque chose que j'avais peut-être un peu fantasmé, au sens où de croiser ces gens-là, de parler avec eux, je trouvais que c'était un truc qui était dingue. Et en fait, quand tu les croises et que tu fais les trucs, tu te rends compte que c'est pas si dingue, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Mais moi, pour te dire, je l'ai déjà dit, j'ai pas encore choisi si j'étais reconnaissant ou si j'étais rageux par rapport à mon parcours. Je déciderai prochainement, mais j'ai ces deux sentiments. Il faudra voir avec un peu de recul, ouais. Ouais. Et ça dépend des jours. Ouais. Est-ce que tu parlais du potentiel rachat de Blitzer tout à l'heure. Est-ce que la vente du club, c'est quelque chose que tu as suivi un petit peu de près ou pas du tout? Je suivais ça de très près pour Blitzer parce que, bah, en fait, Blitzer il m'avait contacté et je peux te le dire, si Blitzer avait racheté, c'est possible que je sois dedans. Ok. Mais donc, pour te dire que je l'ai suivi de très très près. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que ça s'est pas fait en fin de compte? Parce que ils veulent pas vendre. Ouais. Je C'est. peux pas te le dire mieux. À un moment, tu peux réfléchir et parler de tout ce que tu veux. Tu as 10 personnes qui ont été dans la data room, d'accord? Ouais. De synthé. Déjà, pour aller dans la data room, il faut montrer patte blanche. Il faut avoir montré à KPMG que tu étais quelqu'un de sérieux, avoir donné tes documents, tout ça. Sur les 10 qui y ont fait, il y a une personne qui a fait une offre concrète, c'est Olivier Marcarian, Ok. et une autre qui a fait une offre orale, c'est Blitzer. Tous les autres, ils ont dit hop, 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 on met pas les pieds là-dedans. Ça devrait te faire réfléchir. Et autre chose, Marcarian voulait acheter le club, il avait les moyens, il n'a pas pu l'avoir. Blitzer, c'était pas un fonds de pension, un Blitzer. Hein. C'était pas Textor, c'était pas GACP, c'était pas Pixis. Blitzer, ils avaient de l'actif, c'était de l'argent qu'ils avaient. D'accord? Et ils n'ont pas acheté non plus. Blitzer, ils ont racheté des tas de clubs et le seul club qu'ils n'ont pas pu racheter, c'est Saint-Étienne. Ouais. Donc, ils n'ont pas pu le racheter parce qu'ils n'ont pas été reçus comme des gens à qui tu voulais vendre. Et voilà. Donc, moi, je pense que Saint-Étienne n'est pas vendu pour une raison simple, c'est que les présidents n'étaient pas vendeurs. Ouais. T'arrives à le comprendre, toi, Joss, que la direction, après avoir annoncé publiquement vouloir vendre, après cette mise sous contrat avec KPMG, on sait que ça coûte beaucoup d'argent au club, qui décide encore et toujours de pas vendre. Alors déjà, j'ai enlevé ma caméra vu Ouais. que je vois que t'en veux plus, que tu veux pas me voir, donc j'ai C'est pas que enlevé je veux pas parce te voir, que c'est que ça buffer dans le vide, mon cher. tu veux pas me voir, j'ai bien compris. Il est terrible. Euh, euh,
est-ce que je peux comprendre? Alors, tu peux reformuler exactement ta question parce qu'elle était multifactorielle. La question, c'est est-ce que je comprends pourquoi c'est pas encore vendu? Oui, non, en gros, c'est est-ce que tu comprends pourquoi Roland Romeyer et Bernard Cailletzo ne se débarrassent pas de Saint-Etienne qui a l'air de les encombrer, en tout cas surtout Bernard Cailletzo. Ils n'ont pas l'air de vouloir encore tellement s'investir et pourquoi malgré des offres concrètes, ils ne vendent toujours pas, quoi. Il y a une double réponse qui est relativement simple à ça, parce que pour l'instant, ils ont des fonds propres qui leur permettent de continuer. Ouais. Et que ils se disent, c'est un peu comme avec Nkunku, ils se disent tant que je peux avoir une offre élevée, je joue. Mais ça durera pas aussi longtemps que les impôts. Les fonds propres sont passés de 23 millions à 16 millions entre 2021 et 2022. On verra où ils en seront au 30 juin 2023. Les fonds propres, c'est le trésor de guerre. Au bout d'un moment, voilà. Donc moi, je pense que le temps passant, ils finiront par revoir leur position et finalement peut-être par accepter une offre qui au final sera peut-être moins élevée que celle qu'ils auraient pu accepter par le passé. Ouais. Ça peut très bien se terminer comme ça, mais que l'issue elle reste inéluctable. Après la question c'est combien de temps. Voilà, combien de temps. Bon, et ben que des choses très réjouissantes tout ça. Je vous propose qu'on passe un petit peu à la suite de cette émission et qu'on parle un petit peu de la suite de la saison et du prochain match. On a fait pas mal de constats sur ce qui allait, sur ce qui n'allait pas, enfin surtout sur ce qui n'allait pas. Quels sont, Manu, selon toi, les ingrédients qu'il faudrait injecter dans le club pour lui faire redresser la tête? Tu pars de loin, mais j'écoutais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que ton effectif il est capable et que ça peut basculer à un moment. Je n'y crois pas, hein, mais je pense que c'est possible. Et après, les ingrédients qu'il faudrait, déjà, il va falloir que tu montres quelque chose parce que tu as joué 5 matchs contre, allez, à part Grenoble, 4 équipes qui luttent pour se maintenir en Ligue 2. Et on ne peut pas dire qu'en termes de jeu, tu aies montré quoi que ce soit. Ouais. Et que je vais même plus loin, c'est-à-dire que quand je vois qu'après le match de Valenciennes, on te dit qu'à la mi-temps, la première mi-temps est plutôt bonne et qu'à la fin du match, tu te félicites parce que tu as été solide, je me dis, ça doit être mes yeux. Ou alors, j'ai la désagréable impression qu'on se fout de ma gueule, quoi. Parce que, genre t'es Saint-Étienne, tu fais 0-0 à domicile contre Valenciennes avec ton gardien qui t'arrête un penalty et tu vantes ta solidité. Un tir cadré contre Valenciennes, qui est une équipe qui est très faible. Hein. Ouais. Donc, les ingrédients qu'il faudra, il faut que tu sois notamment beaucoup plus efficace dans les deux surfaces, et notamment que offensivement, pour marquer des buts, que tu le fasses 5 matchs, je crois, un but dans le jeu, c'est ça ? C'est ça, de Dylan Chambaud. C'est pas acceptable. Surtout pas de Dylan Chambaud. C'est clair. Bah, S'il y avait un but dans le jeu, mais... on s'attendait pas à ce que ce soit lui. Non, mais c'est pas acceptable. Je veux dire, c'est du cache-misère. Surtout que quand je lis, mais on a eu beaucoup de joueurs, mais c'est pas vrai. De nouveaux joueurs, c'est pas vrai. Ton effectif, c'est quasiment le même depuis l'année dernière. Ton système, c'est le même. Ton coach, c'est le même. Ouais. Donc, explique-moi pourquoi tu as besoin de temps. Bah, c'est ce qui nous inquiète un petit peu, c'est de ne pas voir le plan de jeu se mettre en place, quoi. Et l'an dernier, est-ce que tu avais un jeu qui faisait que tu te dis, cette année, il faut faire le même? En fin de deuxième partie de saison, un petit peu, on commençait à avoir des bribes. Bon, des bribes. Mais des bribes qui étaient là aussi grâce à Crasso et Nkunku. Et sachant que la deuxième partie de saison, ce que je pense que les supporters stéphanois ne mesurent pas, c'est à quel point tu es puissant, puisque tu fais l'arçonneur et charbonnier, qui sont hyper chers. Il n'y a que Saint-Étienne et Bordeaux qui peuvent faire des joueurs comme ça. Ouais. Et toi, tu as fait ça alors que tu étais 18e du championnat. Joss, toi, de ton côté, tu intégrerais quoi
On en a déjà un peu parlé, hein, je te fais un peu répéter les mêmes choses, mais qu'est-ce qu'il faut améliorer pour pouvoir remonter la pente? Je vais effectivement répéter, du coup, je vais encore me faire charrier sur mon âge, que je radote, mais je rejoins Manu. Je pense que l'effectif intrinsèquement est meilleur que ce qu'il montre. Donc, il y a, au-delà des problématiques de système dont on a déjà parlé, mais moi, j'ai abdiqué l'idée d'un Batles qui reviendra dessus. Hein, aujourd'hui, j'ai oublié. Mais et je pense ça manque d'esprit Ligue 2, tout simplement. Ça manque d'esprit Ligue 2 dans toutes les lignes. Cette équipe-là, cette même équipe-là, et même à supposer qu'on garde le même système, avec l'état d'esprit qu'on a vu chez les petites équipes soi-disant qu'on a joué, c'est-à-dire des mecs qui sont dans l'intensité tout le match. Je pense que les résultats s'amélioreraient assez significativement et assez rapidement. En tout cas, suffisamment pour qu'on se dise bon, on va pas trop transpirer, voilà. Maintenant, je vais pas changer d'avis pour aller chercher plus haut que ça, c'est-à-dire pour aller chercher ce que tu appelais tout à l'heure le top 5 pour avoir une chance de se mêler à la course. Je pense que l'effectif c'est pas qu'il est trop faible, c'est qu'il est mal constitué, qu'il y a trop de trous dans la raquette, à des endroits importants. Il manque un créateur de jeu, clairement, surtout si tu veux jouer avec tes deux attaquants. Et il nous manque le vrai piston à droite, à supposer que Bentaïk soit le vrai piston à gauche. Pour l'instant, on l'a pas vu beaucoup. Hein. Mais ton équipe, elle est déséquilibrée, voilà. Donc, est-ce que tu penses que les retours de Wadji, Monconduit, Cafaro et Briançon, ça peut changer un peu la donne? Alors Wadji, oui, clairement, parce qu'on a bien vu que, au moins en termes d'animation offensive, au moins en termes de vitesse dans les espaces, cette année, il y a eu un avant et un après Wadji. Les autres cités, alors Cafaro, moi je suis complètement d'accord avec Manu, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est mal utilisé. Maintenant, c'est un joueur de qualité quand même, donc j'imagine qu'il va apporter un plus. Après, moi je suis beaucoup plus sceptique sur l'apport réel d'un Monconduit. Réellement, je trouve que ce garçon n'apporte pas grand-chose. Quant à Briançon, oui, il est souvent cité en exemple sur l'état d'esprit. Bon, les bruits de cette semaine pourraient amener à se poser des questions, mais après, footballistiquement, je suis pas non plus absolument convaincu de l'apport de Briançon aujourd'hui. Okay. Voilà. D'ailleurs, je vous pose aussi la question dans le chat. Est-ce que pour vous, le retour de Wadji, ça doit venir prendre la place de Sissoko, ou est-ce que ça doit jouer ensemble? Un petit peu, quelle ligne d'attaque vous voyez pour jouer contre Caen? Toi, Manu, si je te pose la question, est-ce que pour toi, Wadji doit venir en soutien de Sissoko? Est-ce que Wadji doit prendre la place de Sissoko? Qu'est-ce que tu penses un petit peu parce que déjà, il est en phase de reprise, il revient de 4 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, le mettre titulaire, je suis pas sûr. Mais moi, c'est surtout que j'ai un problème de compatibilité entre Wadji et Sissoko. Ouais. Je pense que Crasso et Wadji sont complémentaires. Je pense que Crasso et Sissoko sont complémentaires, mais Sissoko et Wadji ne me le semblent pas. Ouais. Sissoko, c'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un derrière lui qui recule un peu, qui soit capable de distribuer et de fixer, ce qui n'est pas du tout la qualité de Wadji, qui en a d'autres, mais qui n'a pas celle-là. Donc, en termes de complémentarité, pour moi, Wadji Sissoko, c'est quelque chose qui n'est pas, par exemple, tu parlais du recrutement, ça me semble évident que c'est quelque chose qui n'est pas assez réfléchi. Parce qu'en plus, tu n'as pas le temps, ça marche. Manu, tu ne penses pas que, j'évoquais tout à l'heure dans les trous dans la raquette, cette absence de, finalement, on va appeler un chat, du rôle que jouait Crasso l'année dernière entre les lignes, avec des qualités techniques importantes et des capacités à faire des différences. Tu penses pas que ce duo Wadji-Sissoko, il pourrait être, pour le coup, très complémentaire s'il y avait cette compétence-là juste derrière eux deux? Un numéro 10, oui. Mais tu l'as pas. On l'a pas. Donc c'est pour ça que je reviens à mon histoire de trou dans la raquette. Alors même si c'était pas Wadji, t'as mis Diarra. Oui, Diarra a joué une partie du match dans l'axe. Le match d'avant était piston. Bon, c'est quand même un peu... le mec, c'est la pièce blanche du Scrabble, quoi. Ouais, et moi je l'ai trouvé perdu dans ce rôle-là. J'ai trouvé perdu parce qu'il n'a pas de repères. C'est un garçon qui a besoin d'espace. Il a besoin d'espace. Mais pour te dire, pour parler comme un vieux,
C'est un ailier. Ouais. C'est un excentré, c'est quelqu'un qui va vite et qui déborde. Oui, c'est pas spécialement un piston. Bah, le problème, c'est que tu veux des ailiers qui jouent piston. Ouais. Alors, je peux l'entendre, mais ça me pose problème, moi. Parce qu'au moins qu'un des deux soit un piston de métier, quoi. Déjà. Et ouais, ce serait mais pas là mal. où je dis qu'il y a des manques, c'est que, par exemple, tu me parles des attaquants, tu joues en 3-5-2, tu as besoin de 2 axiaux. D'accord? Tu as Charbonnier, qui a son âge et qui sort d'une blessure importante. Sissoko et Wadji. Tu as 3 mecs pour 2 places, dont c'est le poste. Bah déjà, il t'en manque un. T'as vu quand même que tu as été joué à Annecy avec un seul attaquant axial. Ça, par exemple, dans un club normalement organisé et avec la puissance financière que tu as, c'est les postes doivent être hallucinant. doublés. Bah oui, Ouais, déjà, tu n'avais pas de minimum. piston et en plus, tu es obligé de jouer avec un seul attaquant. C'est pour ça que je te dis que moi, je trouve que l'environnement de Saint-Étienne est d'une patience d'ange. Ouais. Dans le chat, Karl, le retour de Wadji, ça en dit quoi? En tout cas, le retour de Wadji, dans le chat, a amené le même débat, c'est à savoir avec qui pourrait-il jouer, avec qui est-il compatible. Et je pense globalement d'accord avec ce qu'a dit Manu. Et en tout cas, il nous dit Charbonnier et Wadji, ce serait mieux que Wadji et Sissoko, ou que Sissoko et Charbonnier. David Loco qui nous dit déjà avec Wadji, on aurait de nouveau des occasions. Il va les croquer, certes, mais on en aura. Wadji doit permettre de sortir Sissoko pour Jus 43. Il y a Jus 43 également qui renchérit avec un peu de sarcasme et qui nous dit ça n'était pas écrit sur le tableau Excel de notre ingénieur qui n'était pas compatible pour l'interrogation. Badou Aver qui nous dit que pour moi, avec un Charbonnier rétabli, c'est lui et Wadji ensemble. Sissoko n'a rien prouvé pour Badou Aver. Sissoko pourtant a planté partout où il est passé. Pourquoi pas chez nous, David pose la question. Mais où est Charlaby et si le créateur était Aouchiche? Enfin voilà, ça part un peu en sucette, quoi. Ouais. Effectivement. Joss, je sais pas si tu as le retour du live sous les yeux. Oui, je l'ai. Ça frise un peu, mais. Ok. Alors, j'ai affiché une compo potentielle, ce que j'imaginais à peu près logique pour la semaine prochaine, avec peut-être plus Fomba à la place de Mouefek. Est-ce que tu ferais des changements par rapport à ce qui est affiché, toi? Alors, sans connaître vraiment l'état de forme réel des mecs, c'est un peu compliqué. Bien sûr, c'est dans l'idée où tout le monde est à peu près à 100%. Il y a beaucoup de retours. Alors, si tous les mecs que tu as mis là sont à leur forme normale, je dirais pourquoi pas, mais alors peut-être, je sais pas, parce qu'il a eu un peu plus d'expérience l'année dernière sur ce poste qui n'est pas le sien, peut-être Cafaro à la place de Dira, mais c'est à peu près tout ce que je changerais, quoi. Mais vraiment uniquement, c'est pas que je crois que l'un soit meilleur que l'autre, hein, je pense que tous les deux ne sont pas faits pour ce poste-là. Sauf que Cafaro, il a eu l'occasion de le tester pendant une bonne partie l'année dernière, ce qui n'est pas le cas de Stéphane Dira. Ouais. Voilà. Donc tu nous as dit ton prono un partout en étant optimiste. Toi Manu, si tu devais te mouiller au jeu des pronostics, et je vous pose la question aussi dans le chat, c'est quoi votre prono pour samedi prochain? Je pense que Caen est bien meilleur que Saint-Étienne. Ouais. Et qu'en plus, la mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne, c'est que c'est ce qui s'est passé dans le temps additionnel à Laval pour Caen, qui en fait ne peut pas du tout se relâcher, parce que tu vois qu'à Laval, ils étaient bons, ils mènent 1-0 et ils prennent 2 buts dans les arrêts de jeu. Donc du coup, le coup sur la tête, ils l'ont déjà pris. Ouais. Et donc, ils sont premiers. À domicile, ils sont très bons. Je ne suis pas du tout optimiste pour Saint-Étienne ce week-end. Pas du tout. Karl, dans le chat, qu'est-ce que ça pronostique? Est-ce que tout le monde est un petit peu pessimiste? Oui, j'ai rarement vu un chat aussi pessimiste avant un match. Il y a au moins 4 pronos 3-1 pour Caen. 3-0 pour Caen, là, on voit même pas un but, même pas un petit but. 2-0 pour Caen, je vois pas une seule victoire ou même pas un match nul. C'est choquant. Ok. Voilà. Écoutez,
On espère tous se tromper. Hein. L'an passé, à la mi-saison, on n'imaginait pas faire une bonne deuxième partie de saison. Donc on va espérer qu'on se trompe. Et sur ce, messieurs, il est 22h, donc on arrive sur la fin de l'émission. Manu, est-ce que tu veux avoir un dernier mot ? Allez les Verts. Ouais, bah écoute, je prends le Allez les Verts. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Désolé Merci. pour les atermoiements et le son au début. Bon, voilà. T'inquiète pas, et puis pour ce qui est de l'ambiance chaotique, hein, on vit avec ça depuis quelques saisons maintenant. Donc juste merci d'être passé, ça fait plaisir de t'avoir reçu dans l'émission. Merci Joss d'être toujours présent depuis tout ce temps. Merci Karl de nous avoir accompagnés au chat. Merci à vous qui nous avez suivis en direct. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de manière globale, à vous qui nous écoutez soit en direct, soit en podcast. Malgré le début de saison bien raté, on fait des audiences qui sont toujours de mieux en mieux. Donc merci à vous d'être présents au rendez-vous. J'espère que vous n'êtes pas attirés que par l'odeur du sang. Et puis, on va se quitter sur ces belles paroles. Et allez les Verts. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez. À bientôt.